On accueille, je vous le disais, Sophie Audugé. Sophie a beaucoup de choses à dire. D'abord sur la rentrée, évidemment, rentrée scolaire. Je disais tout à l'heure, tout vient de là, tout procède de l'école. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est l'école qui est violente parce que la société l'est ou si c'est l'inverse. Je voudrais qu'on écoute, avant de vous écouter avec attention, Joachim Le Floch-Imad, qui a publié un livre dont vous allez parler notamment et qui revient sur le décrochage scolaire. Écoutons-le. En mathématiques, on a des études sur les CM1, c'est l'étude internationale TIMSS, qui montre qu'on est à peu près entre le Kazakhstan et le Monténégro. En lecture, on est 16e sur 19 dans l'Union européenne. On a 50% des jeunes de moins de 25 ans qui ne savent pas en quelle année a débuté la Révolution française. Donc la situation en termes d'effondrement du niveau est absolument cataclysmique. Je crains qu'il y a de moins en moins d'espaces de refuge. Alors évidemment, il y a des établissements en France où on peut encore recevoir une bonne éducation. Il y a les trésors de dévouement d'une grande partie de nos professeurs et de certains hauts fonctionnaires également. Ça, on ne le niera jamais assez. Mais je constate quand même qu'on a tendance dans l'éducation nationale, au nom d'un égalitarisme qui est la forme dévoyée de l'égalité, à s'acharner à détruire le peu qui tient encore en place. Sophie, quelle est la tonalité, la couleur de cette rentrée scolaire notamment? Alors, écoutez, on en a eu un avant-goût la semaine dernière, puisque les syndicats d'enseignants se sont exprimés. Avec beaucoup on va dire d'emphase, puisqu'ils ont eu comme formule que l'éducation nationale était à l'os et qu'ils pouvaient nous garantir qu'il n'y aurait pas un professeur devant chaque élève. Alors je rappelle que c'était quand même une promesse, évidemment, du président de la République, des premiers ministres successifs et des ministres de l'Éducation successifs, et nous savons qu'on en a eu beaucoup. Et donc là, déjà, c'est sûr, il n'y aura pas un prof devant chaque élève. Et puis, ils nous disent aussi qu'ils vont s'opposer au budget de François Bayrou, et donc ils feront grève. Donc ça veut dire que concrètement, les enfants n'ont pas encore passé la porte de l'école. Les parents savent déjà qu'ils n'auront peut-être pas un professeur devant leur enfant et que pour ceux qui seront là, peut-être ils feront grève. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif du point de vue des syndicats ? Oui. Alors, la chose positive de cette rentrée scolaire, c'est les 3 séances d'éducation à la sexualité. Bien sûr. Mais c'est écrit et c'est... Voilà. Bon. Donc, c'est documenté. Voilà. C'est facile à retrouver. Donc, évidemment, certains esprits malins comme le mien pourraient se dire à quoi sert une structure aussi énorme, dispendieuse financièrement, si elle n'est pas capable de faire qu'il y ait un prof devant chaque élève quand elle s'appelle éducation nationale. Et j'aurais même tendance à dire à nos amis syndicalistes que c'est peut-être justement ça le minimum syndical. C'est-à-dire garantir au peuple français que l'enfant qu'ils vont confier à l'école le matin, pour être instruit, eh bien, il puisse s'attendre à ce qu'il y ait un professeur impatient, chargé de sa vocation, sa passion de transmettre, fort de cette mission supérieure qui est de donner à l'élève la capacité de se grandir par le savoir et de dépasser sa condition première. Alors, écoutez, il n'en est pas grand-chose, a priori, dans tous les cas, du point de vue du syndicat, c'est-à-dire ceux quand même qui représentent les enseignants. Voilà. Donc ça nous interroge. Et en venant, je me suis fait cette réflexion de me dire, c'est étonnant, ça ne m'a pas surprise. C'est quand même un peu embêtant. Et je crois que si ça ne nous surprend pas, c'est parce que, comme on en parle tous les mardis ici, le déclin de l'école française, eh bien, on l'a tous acté. Voilà. Accepté, quelque part. Non, je pense qu'on l'a acté. On fait avec. Voilà. Donc on avance chaque année de pire en pire, en sachant que, eh bien, on va poursuivre un système d'État qui produit de l'ignorance et qui continue à organiser une violence endémique. Alors, c'est triste, mais il faut reconnaître que depuis quelques années, on compte les points. Je dirais même, et je m'excuse par avance de la formule, on compte les morts, mais que rien ne bouge. Donc, c'est vrai que dans ce moment de rentrée, le livre de Joachim Le Floch-Imad tombe à point nommé. Il porte un regard juste, direct, sur l'école de France, qui est à terre. Elle a été mise à mort par cette obsession égalitariste qui finalement a confondu l'égalité de droits avec l'égalité de moyens. Qui a donc, pour ce faire, refusé le déterminisme social et culturel qui est un fait. Et ce faisant, elle a mis l'école au niveau des moins bien dotés, et ce qui a eu pour conséquence de baisser le niveau pour tous et de condamner, je dirais même abandonner à l'ignorance et à la délinquance une partie importante des enfants des milieux défavorisés. Et c'est ce contre quoi nous devons absolument lutter.
Alors son livre a plusieurs points forts de mon point de vue. Le premier, c'est qu'il est rempli d'anecdotes, de citations, de retours d'expérience, parce qu'il a eu plusieurs entretiens, c'est une enquête de 2 ans, hein, si j'ai bien compris, donc avec des anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des recteurs, etc., qui disent ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et puis les milliers et millions d'heures de réunionites qui ne servent à rien, enclenchées par la moindre annonce du ministre de l'Éducation nationale, voire du président de la République, en balade avec devant un micro, ah bah tiens, on va planter un arbre dans chaque école. Bah, alors tout le monde se met en marche, on fait 100, 1000 heures de réunion à l'Éducation nationale pour savoir comment on va faire que cette mesure se fasse, et puis voire même on va enclencher de l'argent, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple un système informatique de gestion des ressources humaines qui s'appelle le Sirène, 500 millions d'euros à la poubelle, etc., etc. Donc tout ça est très bien documenté, c'est assez marquant dans le livre. L'autre force du livre de Joachim Le Floch-Imad, c'est les données chiffrées. Alors on les connaît, hein, il en a cité dans l'exemple que vous montriez tout à l'heure. On les connaît, mais il les met en perspective et surtout, il oblige ceux qui ne veulent pas voir à être face aux causes et aux conséquences de l'effondrement de l'école de France. Un autre point important, parce que c'est très courageux de sa part, il fait dans plusieurs paragraphes l'analyse du rôle de l'immigration incontrôlée dans la déliquescence de l'école française. Et c'est techniquement chiffré, donc c'est absolument irréfutable. Et il s'appuie sur à la fois les données de la DEB qu'il révèle, certaines moi je ne connaissais pas, et puis également les données PISA ou les autres données qu'on connaît plus, qui ont également une analyse sur ces questions-là, qui sont des problèmes, si vous voulez, assez généraux hein, aujourd'hui, mais dont une fois encore, la France est la plus mauvaise, parce qu'elle a une immigration encore moins contrôlée, et elle a une immigration qui se caractérise par des populations qui arrivent chez nous, qui sont beaucoup moins diplômées que celles qui arrivent ailleurs, etc. Donc tout ça a des conséquences manifestes. Je dirais que le point positif, à la fois dans son livre, et c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est qu'on partage, lui et moi, un espoir qui est que ce qui fut, c'est-à-dire l'école française qui était la meilleure au monde et celle qui a été copiée par ceux aujourd'hui qui sont en tête des classements, eh bien, soit à nouveau. Alors c'est vrai qu'il faudra du courage politique, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui hein, et depuis bien longtemps, mais on est tous les deux d'accord pour dire que 80% des enfants de France vont être scolarisés dans l'école publique et qu'on n'a pas le choix de la relever et que si on ne le fait pas, l'école publique, l'école qui a été imaginée par Condorcet, amorcée par Guizot et faite par Ferry, va mourir simplement et sera remplacée par un libéralisme scolaire dramatique qui ne résoudra à rien et qui aura pour conséquence évidemment d'aggraver encore le déterminisme social. C'est tellement juste et on peut dire que c'est criminel. Je crois que le mot est adapté parce qu'on fabrique des générations. Là, quand un élève décroche, c'est individuel. On peut se poser des questions. Quand c'est des générations, ça rejoint ce que vous dites. Oui, 60% des élèves issus de l'immigration n'ont pas une lecture fluide quand ils accèdent en 6e, par exemple. 60%. Donc on n'est plus sur le cas isolé. Est-ce que c'est justement de leur faute et qu'il y aurait un problème d'origine, ou est-ce que c'est l'école qui n'arrive pas non plus à faire en sorte qu'ils accèdent à ce savoir? Oui, bien sûr. Si je peux donner un exemple juste, et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, et ça a été beaucoup publié parce que ça fait presque 10 ans, 15 ans aujourd'hui, où par exemple le Maroc rafle toutes les places au niveau de Polytechnique. 70% des places, c'est des Marocains. Ils ont été obligés de mettre en place des quotas, et souvent c'est des familles modestes. Donc est-ce qu'on peut peut-être s'interroger sur l'école qui n'est plus ce terreau du savoir, de la connaissance et de la transmission aussi. Je rejoins ce que vous dites. Moi, je viens de Tunisie. Après le bac que j'ai passé en Tunisie, le niveau notamment en mathématiques, quand je suis arrivée en France, j'avais l'impression que j'étais la reine des mathématiques, alors que quand même, je venais de loin. Et les mathématiques qui sont... Personne ne dit que c'est lié à l'origine, c'est lié au nombre. Au nombre. C'est lié au nombre. Pardon, Naïma, quand vous avez dans une classe
Quand vous avez dans une classe de 30, 10 personnes qui ne maîtrisent pas le français, dont ce n'est pas la langue maternelle, ça c'est pas de leur faute, et ce n'est certainement pas de leur faute d'ailleurs, c'est pas la question. Je vais vous dire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Français maîtrisent leur langue maternelle, leur propre langue? Moi, je crois que non. Non. C'est ce que je rejoins, c'est-à-dire les fondamentaux. Hier, François Bayrou en parlait. Il dit il faut savoir lire, écrire et compter. Mais il a été ministre de l'Éducation. Oui, il a cédé aux syndicats surtout. Avec le succès qu'on connaît. Mais l'instruction, pour répondre à Naïma, la grosse rupture, c'est d'avoir assassiner l'instruction publique pour la remplacer par une éducation nationale. Le rôle de l'école, c'est d'instruire, c'est pas d'éduquer. C'est l'idéologie. La seule mission éducative qu'a l'école, c'est une éducation collective, c'est-à-dire rendre capable des enfants qui ne se connaissent pas de travailler dans le calme et pas de se taper dessus. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas dans le calme et ils se tapent dessus. Donc même ça, c'est-à-dire que si elle avait, à la limite, été capable de garder au moins dans sa prétention à éduquer ce qui relèverait de sa mission, c'est-à-dire l'éducation au collectif, déjà, ça serait pas mal. Mais ça aussi, elle l'a abandonné. Je pense que vous avez tous connu les notes, l'évaluation. Je voudrais qu'on écoute, et évidemment, monsieur le professeur, je voulais juste, on va entendre votre analyse. Parce qu'elle n'a pas tort, Elisabeth. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez une classe d'âge qui est de la même origine, ils sont souvent allophones, il y a un problème. C'est-à-dire que même l'enseignant, comment il fait quand il a l'ensemble de la classe qui est d'origine étrangère, qui pour beaucoup, qui vient d'arriver, parce que les arrivées, elles sont sans cesse, les arrivées, ça ne s'est pas arrêté. Moi, j'ai travaillé sur Mantes-la-Jolie, vous aviez des classes justement pour accueillir ces allophones. Malheureusement, il était impossible de pouvoir faire en sorte qu'ils accèdent aux classes, entre guillemets, normales, parce que, de toute façon, ils étaient tellement nombreux, il y a avait des difficultés vraiment pour... La réponse de Sophie et l'expérience de Kevin. Pensons à Camus, instruit dans une région très défavorisée avec des parents illettrés, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Nous, et je crois qu'on partage cette conviction avec Joachim Le Floch-Iman, on croit qu'il est possible d'instruire en France des enfants qui arrivent allophones en France. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'on a refusé, par idéologie, par lâcheté, par peut-être les deux à la fois, de faire de l'école le levier de l'instruction de tous. Et ça, c'est ce que je dis, ça c'est criminel. Et ça, c'est criminel. Je trouve que le mot est adapté. Kevin, juste avant, pardonnez-moi, la perception sur les notes et l'évaluation telle que racontée par Joachim Le Floch-Iman. Écoutez. Les notes, ça crée un stress sur les élèves, c'est le mot du sociologue Pierre Merle, parce qu'on ne supporte pas l'idée de hiérarchie, comme si vous voulez, la hiérarchie était une injustice criante, alors que le modèle républicain, tel qu'il était issu de la Révolution française, reposait quand même sur l'idée qu'il fallait promouvoir les meilleurs selon la distinction des mérites et des vertus. C'est pas une idée néofascisante, c'est juste la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Kevin, j'imagine que vous souscrivez à ce qui est dit. Évidemment, mais je souscris à ce qui a été dit, même si je n'aurais pas des mots aussi virulents. Mais si vous voulez, le problème, c'est l'idéologie. On a opposé la méritocratie à l'égalitarisme. Et ce que défend Joachim, c'est la méritocratie sur les notes. Vous savez que dans beaucoup de classes, on a supprimé les notes parce qu'on ne veut pas classer les élèves et finalement, on ne veut pas dire aux élèves le niveau qu'ils ont vraiment. Donc, on leur met des codes couleurs, on leur met parfois des smileys, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, et finalement, on leur ment. Et c'est pas bien. Vous notez ça, que vous ? Non, moi j'ai une notation, si vous voulez, bienveillante. C'est-à-dire que je ne veux pas... Non, mais je vais m'expliquer. Je ne veux pas... non, mais la bienveillance, c'est pas forcément mal. Le but, c'est que l'élève progresse. Quand je dis que j'ai une notation bienveillante, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais noter le contenu de la copie. Mais si je vois qu'il y a des efforts, si je vois que l'élève a 9,5 et qu'il a fait beaucoup d'efforts, évidemment que je vais aller jusqu'à 10, parce qu'il faut aussi encourager les élèves. Il ne faut évidemment pas perdre ses élèves. En fait. Et une chose que j'aimerais dire aussi qui est très important. Moi, j'enseigne dans un établissement où il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Et ils sont victimes de ce système. Parce que j'en vois beaucoup qui croient aux valeurs de la République. J'en vois beaucoup qui veulent en sortir. Et parfois, dans une classe, il y en a 4 ou 5 qui ont vraiment le niveau, qui ont vraiment des compétences. Et on est sans arrêt en train de leur mettre des boulets aux pieds par égalitarisme, parce qu'il ne faut pas creuser le niveau entre ceux qui n'y arrivent pas et ceux qui arrivent. Et il y avait une solution qui était les groupes de niveau. Les groupes de niveau, ça aurait permis, si vous voulez, de créer des classes avec des niveaux extrêmement différents. Et qui a été contre ? La gauche, mais évidemment ces syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et
et juste une chose, quand vous dites que les syndicats représentent les enseignants, une partie des enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui en ont marre du corporatisme des syndicats, qui en ont marre de leur idéologie et qui aimeraient travailler avec pragmatisme. La question, c'est que reste-t-il? C'est l'école privée, mais qui devient le canot de sauvetage de l'école, en réalité. Oui, c'est vrai que l'argument... canot de sauvetage qu'on essaye de trouver. L'argument de dire que les syndicats ne représentent qu'eux-mêmes et pas les enseignants, j'en suis bien d'accord. Le problème, c'est que c'est eux qui sont avec les ministres et c'est eux que les ministres écoutent. Donc à un moment, il va falloir aussi que les enseignants arrêtent de se syndicaliser, refusent de syndicaliser pour sauver aussi l'école française. Parce que je veux dire, à un moment, c'est bien facile de dire ils représentent qu'eux-mêmes, ils ne nous représentent pas, sauf que toutes les décisions, et c'est également mentionné dans le livre avec plusieurs éléments de preuve, c'est-à-dire que toutes les mauvaises décisions qui ont été prises parce que c'est ce qui a été demandé par les syndicats. Ce sont des co-décisions, tout à fait. S'ils sont de moins en moins Elisabeth lève le doigt comme dans une classe. Attendu patiemment. Donc, je voudrais soumettre quand même... Moi, il me semble, et j'aime beaucoup Joachim Le Floch-Imad, son livre est vraiment passionnant. Et vous savez qu'il dirige la fondation Res Publica, qui est la fondation de Jean-Pierre Chevènement. Et j'ai fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement en 2002, il y a très longtemps, donc c'est pas du tout... Mais je lui en veux énormément. Parce que quand il a dit 80% d'une classe d'âge au bac, on a commencé par amener le bac au niveau de 80% de la classe d'âge, puis de 50... Et puis finalement, si vous voulez, tout ça a abouti à un bac qui ne vaut rien. Mais là-dessus, encore une fois, vous allez vous énerver, tout le monde a été complice, à commencer par les parents. Non, là, on est d'accord. Vous avez raison. À commencer par les parents qui voulaient absolument. Chocolat pour leurs enfants. Je pense que vous avez raison sur tout ce que vous avez dit, mais il faut aller malgré tout un peu plus loin, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où une partie, j'ai oublié le chiffre, mais il y a eu une étude récemment, une étude très sérieuse, nous disons qu'une partie notable des adultes français ne maîtrisaient pas un texte simple. On a donc privé des enfants et des adultes aujourd'hui et des professeurs des moyens de penser le monde, si vous voulez. Donc je ne crois pas que des rafistolages... Ce qui est terrible, en réalité, attendez, parce on est au final tous d'accord. 50% de réussite au bac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord avec un élément que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce fameux 80% de réussite au bac. Le problème de l'école, c'est qu'on a voulu que tous les enfants réussissent en disant que réussir était avoir le bac. Or, c'est pas l'objectif de l'école. L'école, elle doit permettre à chaque enfant de savoir lire, écrire, compter, raisonner et de choisir sa voie. Et il va choisir sa voie à peu près en fin de collège. En début de lycée, il va rentrer dans une spécialisation qui va l'amener à passer le baccalauréat, parce que le baccalauréat, c'est pour faire des études supérieures. Et c'est évident qu'il n'y a pas 95% des élèves qui rentrent dans le système scolaire à 6 ans qui sont destinés à faire des études supérieures. Dans le livre, justement, il évoque qu'il y a 534 millions d'euros dépensés dans le début du supérieur parce qu'ils abandonnent.